cette info et Patrick Valélian d'avoir pris l'initiative avec son équipe de réunir cette table ronde à l'occasion du 20e anniversaire effectivement de ces fameux accords qui auraient dû régler définitivement le problème du conflit dans les Balkans, mais qui ont quand même été suivis quelques années plus tard par une nouvelle série de bombardements, c'est vrai pour d'autres, sur la Serbie. Et je trouve effectivement que c'est tout à fait important qu'on puisse en reparler et puis reparler de cette époque, reparler de ces accords et puis réévoquer la situation au fond dans les Balkans, situation qui reste tendue à plusieurs égards. Alors autour de la table, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir Stéphanie Borcar et Nicolas Métro qui sont les auteurs d'un livre de photos sur la Bosnie-Herzégovine. Uli Leuenberger, qu'on ne présente quasiment plus puisque c'est notre valeureux conseiller national, encore pendant un mois. Hein, 2 semaines seulement. Bon, 2 semaines. Spécialiste aussi des Balkans, du Kosovo notamment. Jean-Claude Métro, psychiatre et fondateur de Nous Autres, et nous expliquera en 2 mots tout à l'heure effectivement ce que c'est que Nous Autres. Le professeur Pierre de Snarklan, professeur honoraire à l'Université de Lausanne, qui connaît aussi bien cette problématique. Et puis enfin, Bashki Mizeni, directeur de la plateforme albinfo.ch. Alors, comme le veut notre tradition, je demande à chacun d'entre vous de signer notre petit livre d'or. Juste une signature. Et puis, ensuite, eh bien, je passerai la parole à Patrick pour le lancement et la modération du débat proprement dit. Puis je vous remets quand même un tout petit souvenir. C'est la petite plaquette de Cartooning for Peace que nous accueillons dans ces murs, comme vous pouvez le voir avec les dessins de presse qui sont là. Non, ça c'est pour toi, c'est bon. Ouais, voilà, chacun en a un. Il y en a un de trop? Ah, voilà. Voilà. Parfait. Alors, Patrick, je te laisse alors la parole. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être venus nous rendre visite cet après-midi. Je voulais juste ajouter une chose, c'est en fait cette info et Alba Info qui organisons cet après-midi ce débat ensemble. Donc Bashkim Izeni, merci aussi pour cette collaboration intermédia à Suisse Romand. Et merci également à Guy Métan, directeur du Club Suisse de la Presse, pour nous prêter cette superbe salle pour cet après-midi de débat. Alors, en gros, ce débat est lié à la publication d'un livre et au travail de Stéphanie Borcar et Nicolas Métro. Donc sans eux, sans leur livre, je peux vous montrer que vous pouvez, je fais un peu de pub là, acquérir tout à l'heure. Ils vous le signeront avec plaisir. Et ça, c'est la version magazine, parce qu'on a eu la chance et l'honneur de pouvoir publier leur travail, donc leur portfolio, sur la Bosnie, sur 20 ans, la Bosnie 20 ans après Dayton. Sans eux, donc, on ne serait pas là aujourd'hui. Et donc, moi, je tiens à les remercier déjà de nous avoir proposé, donné l'occasion et l'opportunité de parler de cette problématique-là, qui est un petit peu oubliée par les temps qui courent, parce qu'au niveau international, on parle beaucoup plus du Moyen-Orient que des Balkans, alors qu'il s'y passe quand même pas mal de choses. Et c'est un petit peu cette problématique-là qui va nous intéresser cet après-midi. C'est 20 ans après, quel bilan tirer des accords et surtout enjeux, perspectives d'une région qui est quand même très proche et très voisine et cousine de la Suisse. Je vous rappelle qu'on a une énorme minorité d'origine balkanique dans notre région et ça se voit en tout cas dans nos équipes de sport, mais pas uniquement. Donc je trouve que c'est intéressant de voir aussi les perspectives au niveau de la Suisse et ça on pourra en discuter notamment avec monsieur le conseiller national Leuenberger. Alors je voulais juste commencer en introduction par Stéphanie et Nicolas. Je voulais vous demander, parce qu'on a déjà fait le débat à Fribourg la semaine passée, et on a commencé par cette question-là, et je trouve que votre réponse était très pertinente et intéressante. Pourquoi ce livre ? Qu'est-ce qui vous a motivé, en fin de compte, à retourner sur ce terrain-là
de recherche, d'investigation photographique, alors que finalement c'est une région qu'on a un petit peu oubliée par les temps qui courent. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui a été le point de départ, en fin de compte, de votre recherche? Nicolas? Il faut juste appuyer sur le bouton pour parler. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Parfait. Je dirais que justement, pour rebondir là-dessus, comme c'est oublié, c'est d'autant plus intéressant, mais ce qui nous a motivés, c'est une rencontre qu'on a faite à Fribourg. On a rencontré Chaban, qui nous a... on a fait un portrait de lui, et puis il nous a expliqué son pays. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, c'est intéressant, et il nous a proposé de dire, bon, si vous voulez, je peux vous montrer mon pays. Donc on est parti sur un coup de tête, 3 semaines après, avec lui, pour la première fois en Bosnie. On n'a aucun lien donc avec ce pays, à part cette rencontre. Et sinon, la thématique elle-même, bien sûr, quand on réfléchit comme ça, c'est un coup de tête d'abord, mais après on réfléchit au niveau pragmatique. Effectivement, la Bosnie est complètement hors du radar des médias en ce moment, on n'en parle pas du tout, parce que simplement, elle a fait un peu parler d'elle l'année passée au printemps, là, ou cette année, de nouveau, mais sinon, elle reste assez dans le coin oublié. Donc c'était pour nous intéressant de voir ça. Il y a toujours aussi l'anniversaire des 20 ans de Dayton qui sont quand même un moment marquant, puisque finalement les images qu'on se rappelle de la guerre, c'est toujours un peu cette iconographie qui va vers Srebrenica, vers les veuves, vers ce genre d'image. Donc on a voulu donner une autre image. On a fait des portraits de jeunes, on a fait des photos du paysage, on a fait des immeubles. Et l'idée, c'est de faire un travail qui est plus réflectif, plus sensible, émotionnel, qui donne plutôt un feeling général de ce que c'est la Bosnie aujourd'hui, 20 ans après. Et puis, c'est vrai que c'est un travail quand même tout à fait... on est conscient en tant que photographe que c'est un travail tout à fait subjectif. En étant étranger, comme ça on arrive dans un pays, on s'est plongé durant 3 ans sur cette thématique. Et c'était important pour nous, on a une direction assez forte quand on est arrivé là-bas. Donc on a beaucoup d'émotions qu'on a essayé de transmettre à travers des images. Et pour nous, c'était très important dans ce livre justement de s'associer, de créer des ponts avec des gens locaux. Donc on a contacté Srećko Latal, qui est un analyste politique basé à Sarajevo. On lui a demandé d'écrire un essai par rapport à la politique, par rapport à la situation du pays. On s'est lié avec Sacha Stanicic, qui a quitté la Bosnie à l'âge de 14 ans. Il était à Visegrad, il est parti à Hambourg. Il l'écrit en allemand, c'est un écrivain qui est traduit en 32 langues. Et il a rédigé un texte spécial qui s'appelle Die Fabrik, spécialement pour ce livre. Et aussi, on avait un apport par rapport avec Christian Kojol, qui est un curateur, critique, fondateur d'Agence Vue, et qui a parlé justement comment on peut traiter la mémoire 20 ans après, par rapport à... Il a écrit un essai là-dessus. Ouais, pardon. Votre livre traite de cette mémoire, de ces 20 ans, hein, mais essentiellement, vous avez rencontré des jeunes, et on voit une forme, enfin on avait parlé de ça déjà à Fribourg, mais une forme de spleen quand même, une forme de mélancolie dans ces photos. Vous, quand vous revenez, quand vous revoyez ces photos, quand vous revenez, j'entends sur les lieux, comment vous percevez justement cette jeunesse? Est-ce que on se retrouve dans une situation où il y a quand même un espoir de voir les choses changer, ou est-ce que vos photos sont un peu à l'image de cette génération? On parlait de génération perdue, hein. Je sais, Nicolas, que tu n'aimes pas cette expression-là, mais il y a une génération qui est quand même un peu sacrifiée là derrière, quoi, hein. Comme si on avait finalement, les accords de Dayton avaient gelé une situation et qui n'était pas forcément à l'avantage de tous, quoi. Je dirais, par rapport à la jeunesse sacrifiée, d'une certaine manière, c'est plus une terminologie que les médias aiment employer, mais elle n'est pas complètement fausse non plus. Après, je pense le spleen, cette mélancolie versus l'espoir, nous, on voulait être le plus honnête possible aussi par rapport à ce que nous avons ressenti quand on était là-bas. Donc, effectivement, il y a quand même un peu un blues général dans toute la série, que ce soit les portraits, les paysages ou les immeubles, les cieux, ils sont toujours assez chargés, assez sombres. Ça, c'est une volonté artistique, mais je dirais que c'est un petit peu comme
les films de Theo Angelopoulos. Il est arrivé sur un set d'un film, je ne me rappelle plus le nom, mais et le début de ce film, les cieux il y avait une pluie, c'était gris, et puis ça a dicté plus ou moins toute l'esthétique de son film. Et il se trouve que ça collait extrêmement bien avec ce qu'on a ressenti en Bosnie. Mais peut-être par rapport aux jeunes, tu posais la question. C'est vrai que la plupart des jeunes qu'on a fait en portrait dans ce livre ont quitté le pays. Donc ils sont pour la plupart d'entre eux en Allemagne, en Autriche. C'est vrai que c'est une situation économique assez difficile là-bas. Il ne faut pas non plus... on a beaucoup parlé avec eux. C'est quand même quelque chose de assez lourd, malgré... ils subissent, je crois, quand même quelque chose depuis des années par rapport à une situation qui est un petit peu bloquée. Donc, souvent, malheureusement pour eux, malgré qu'ils adorent leur pays, comme ils nous disaient, il faut que je parte pour trouver un peu des perspectives d'avenir. Justement, alors, parlons un petit peu de la situation actuelle. Bashkim, j'aurais bien aimé que tu nous fasses un point de la situation, justement, sur cette génération sacrifiée, ou en tout cas une génération qui souffre de la crise économique. Comment ça se passe sur place, toi qui y vas régulièrement et qui connais excellemment bien cette région? Alors bonjour, je reviens, j'étais jusqu'à hier en Albanie, à Tirana et dans la région, et j'étais assez agréablement surpris de voir un pays qui est plus tourné vers l'avenir, vers le futur que vers le passé. Ce qui n'est malheureusement pas le cas des autres pays de l'Europe du Sud-Est, ou ce qu'on appelle, c'est un euphémisme qu'on utilise de plus en plus, les Balkans occidentaux, pour différencier les pays des Balkans qui sont membres de l'Union européenne. Maintenant, pour répondre à ta question, si on essaye, 20 ans après les accords de Dayton, de tirer un bilan, c'est un exercice extrêmement difficile. Néanmoins, si on veut essayer de résumer ou essayer de voir d'abord ce qu'il y a de positif après les accords de Dayton, c'est qu'il y a quand même eu l'arrêt des carnages. À quel prix, vous me direz peut-être. Il y a un processus de paix qui semble durer, mais qui reste néanmoins fragile. C'est une paix qui est relative. Il est vrai qu'il n'y a plus de morts, il n'y a plus de destruction. Il y a des pays comme la Slovénie et la Croatie qui sont devenus membres de l'Union européenne. La Serbie, c'est un pays candidat. On attend d'ouverture de négociations. D'autres pays aussi ont fait des petites avancées dans ce sens. L'Albanie est devenue membre de l'OTAN. Il y a des criminels qui ont été jugés, quelques-uns restent en liberté. Néanmoins, il y a eu quelques avancées sur le plan de la consolidation ou de la pacification. Maintenant, il est vrai que je dois parler à contre-cœur que la majorité des problèmes politiques, économiques persistent dans la région, et je dois effectivement rappeler ou faire un bilan plutôt négatif de la situation 20 ans après. Quand on pense à 1,2 million de Bosniaques qui ne sont pas retournés chez eux, alors que dans l'annexe 7 des accords de Dayton, ceci était prévu. C'est une perte du capital humain pour les Balkans qui est énorme. Vous le rappeliez effectivement, Stéphanie, que les jeunes n'ont qu'une idée en tête dans tous les pays, c'est de partir, y compris ceux et celles qui ont un emploi, parce qu'il y a effectivement une ambiance qui reste plus que morose et avec peu de perspectives. Il y a effectivement une instabilité politique qui m'interroge le plus, surtout quand je pense à la Bosnie-Herzégovine. C'est un pays qui reste paralysé, avec une structure politique et administrative extrêmement lourde, impossible à gérer, une absence de volonté politique du côté en tout cas de Republika Srpska à donner corps à l'unité politique du pays. Donc il y a même Milorad Dodik, qui est le président de la Republika Srpska, qui a annoncé pour 2018 un référendum pour une sécession de la Bosnie-Herzégovine. Pour dire que la Bosnie reste... En fait, il y a toujours cette épée de Damoclès qui pend au-dessus du destin de ce pays, et cette incapacité à cimenter ou à recimenter les citoyens autour d'une identité citoyenne nationale commune. Le même problème se pose aussi en Macédoine,
il y a eu une mini-guerre avec des accords politiques, mais où voilà, du jour au lendemain, ça peut repartir. Au Kosovo, maintenant, on a abouti à un accord de paix avec la Serbie. Néanmoins, on a réimplanté une Republika Srpska à l'intérieur du Kosovo en reconnaissant le droit à la minorité serbe à s'organiser sur une base ethno-territoriale. Donc, c'est un cancer qui handicapera l'unité politique et le fonctionnement économique du pays, à l'image de ce qui se passe en Bosnie. Ce n'est pas que mon avis, c'est l'avis de plusieurs analystes avertis qui connaissent bien la région. Maintenant, il y a effectivement ce problème politique, c'est qu'il y a un problème politique majeur depuis les accords de Dayton, c'est qu'on n'a pas laissé aller jusqu'au bout la logique ethnique, comme le préconisait Lord Rowan à l'époque, mais on n'a pas non plus réussi à créer une stabilité politique pour dépasser ces clivages et ces haines ethniques. Donc on est dans des régimes ni-ni qui génèrent de manière permanente des crises politiques et bien au-delà. Peut-être qu'il n'y avait pas trop de solutions sur le moment quand on a forcé les leaders bosniens, croates et serbes à signer Dayton et après aussi. Néanmoins, ces populations sont prisonnières de ces accords politiques qui ôtent des perspectives, je dirais, de stabilité politique institutionnelle de ces pays. Si tu me le permets, j'aimerais aussi prolonger un peu la réflexion par rapport à cette liste, au-delà de cette liste de ce nationalisme récurrent qui se réactive dès qu'il y a la moindre crise, partout, peut-être en Bosnie-Herzégovine un peu plus ou au Kosovo. Néanmoins, les Balkans n'ont pas trouvé la voie de salut, hormis la Croatie et la Slovénie. Et selon moi, ces problèmes sont générés aussi par une trop forte dépendance de l'extérieur, par des États qui n'ont pas vraiment de souveraineté, mais ils ont des souverainetés limitées et qui sont des États ou des pays qui sont sous une espèce de mainmise d'une classe politique ou de partis politiques qui se sont littéralement appropriés l'État ou les richesses des États. Il y a une sorte de complaisance peut-être d'indulgence exagérée des grandes puissances envers cette élite, c'est pas une élite, cette classe politique, en échange de garanties pour la paix. Donc quelque part on tolère un népotisme épouvantable, une vie politique, économique gangrénée par la corruption, avec une justice qui est quasi inexistante, une mainmise du politique sur la justice, en échange effectivement de garanties qui est de ne pas réentamer un conflit ethnique ou ethno-nationaliste. Pour moi, ceci est une source d'instabilité du moment qu'on n'arrive pas effectivement à mettre sous les rails du développement socio-économique ces pays. Merci pour cette analyse. Moi, je voulais revenir sur cette notion de cancer nationaliste avec Monsieur Pierre Dodson-Arcland. Comment analyser ça, je veux dire, 20 ans après, qui était censé justement calmer ces feux-là, trouver un remède à cette folie nationaliste. On se retrouve dans une situation où le feu couve tout. Et disons, moi je voulais avoir votre analyse par rapport à ça, cette situation. Je vous remercie. J'ai une analyse qui est malheureusement très simple, qui est même peut-être un peu simpliste, mais à laquelle je tiens. C'est que les individus en situation d'insécurité, que cette insécurité soit de type institutionnel, de type économique, se créent des illusions. Se créent des illusions comme une espèce d'espérance qui leur permettent d'affronter cette insécurité. Et quand vous reprenez toute l'histoire du nationalisme, on s'aperçoit que le nationalisme est apparu comme une espèce de succès d'année des illusions religieuses. Et aujourd'hui, l'ethno-nationalisme, le tribalisme, le clanisme s'expriment dans des situations
où l'État ne parvient pas à créer une intégration nationale, c'est-à-dire ce minimum de solidarité qui rend possible la vie citoyenne. Et malheureusement, les conditions qui ont déterminé l'éclatement de la Yougoslavie persistent dans beaucoup de ces pays, en particulier en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, en Macédoine, parce que, au fond, on n'est pas arrivé à créer, comme le rappelait Bashkim, des institutions et surtout une vie politique qui soit inclusive et qui permette effectivement le développement de la citoyenneté. Et plus grave, les efforts qu'on a faits pour développer la démocratie dans ces pays, c'est au fond a abouti à l'exacerbation de ces conflits ethniques, ou en tous les cas n'a pas apaisé ces conflits ethniques. Les gens se replient sur leur position, sur leur situation, disons, déterminée par leur croyance illusoire dans leur histoire culturelle. Et évidemment, c'est l'expression d'une incohérence politique, d'une déficience de gouvernance, d'une déficience institutionnelle, mais c'est aussi l'expression de profonde défaillance dans la vie économique de ces pays. Comme vous le savez, la majorité ou une bonne partie de la population qui devrait être employée ne peut pas l'être. L'économie informelle y joue un rôle considérable. Qui dit économie informelle dit aussi corruption. Qui dit économie informelle dit ressources qui se développent dans le cadre du clan, du clientélisme. Et qui dit économie informelle dit aussi les conditions pour créer une vie politique où l'accès au pouvoir est aussi l'accès au partage des ressources. Donc, ces pays sont mal repartis, si je peux dire. Il n'y a pas de marché intérieur susceptible de véritablement relancer l'économie. Il y a peu d'industrialisation. Et évidemment, les barrières internes au pays, à ces pays, sont les conditions de ce marasme. Et alors évidemment, le pays vit largement des ressources qui viennent de l'extérieur, et en particulier des fonds qui sont apportés par les migrants, mais à la longue, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas tenable. Ce qui, je dois dire, doit nous interpeller, c'est comment se fait-il que dans les situations de protectorat qui ont existé depuis Dayton dans ces pays, les instances protectrices ne seront pas arrivées à remettre sur pied une économie et à remettre sur pied aussi des institutions qui permettent cette intégration qui est nécessaire au développement de ces pays. Merci. Justement, vous dressez, et Bashkim également, un tableau plutôt sombre de la situation 20 ans après. Bon, effectivement, on a stoppé la guerre, ce qui est une grande victoire en soi, mais on se rend compte qu'on n'a pas encore totalement gagné la paix. Et ça, je voulais revenir vers Stéphanie et Nicolas. Vous avez rencontré beaucoup de jeunes. Hein. Qu'est-ce qu'ils vous disent concrètement sur sur la situation de leur pays, sur leur propre situation ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, eux, ces jeunes ? Est-ce qu'ils voient quand même des lueurs d'espoir, d'une part, ou ils font partie des traumatisés de la guerre, en fin de compte, et que la guerre est toujours dans leur tête ? Je ne pense pas qu'on pourrait les appeler comme des traumatisés de la guerre, parce que je pense que les jeunes qu'on a photographiés, ils supportent, et nous on a travaillé surtout sur les conséquences. On aime bien travailler sur des choses qui ne sont peut-être pas trop frontales, mais plutôt sur un travail en couche, en source, des choses qu'on voit mais on ne les voit pas. C'est clair qu'ils souffrent. Je ne dirais pas, effectivement, qu'ils sont des traumatisés de la guerre. Ils souffrent de conséquences de la guerre. Comme je l'ai dit avant, ils sont assez déprimés. Il ne faut pas, malheureusement, pas se voiler la face. Et je dois vous avouer, cyniques, ils utilisent beaucoup l'humour noir. Ils sont une espèce de
des fois un peu un esprit de dérision par rapport à ça. C'est assez typique. C'est vrai que quand on a commencé ce travail en 2013, quand on a eu l'idée de faire sur les Balkans les accords de Dayton 20 ans après, l'idée c'était quand on est arrivé, c'était d'appeler le projet un printemps bosnien, parce qu'on se disait 20 ans, c'est une génération, le renouveau. On avait, comme disait Nicolas, aucun lien vraiment avec le pays. On s'est beaucoup renseigné, mais l'idée de base c'était de faire ça. Et malheureusement, on a dû vite changer, d'après ce qu'on a vu, d'après ce qu'on a entendu, le projet a pris un angle un petit peu différent. Et des fois, on nous reproche un petit peu d'être un peu dramatique ou mélancolique, etc. Mais quand on a montré à des gens, aux ambassadeurs suisses basés à Sarajevo, ils ont dit, c'est vrai, vous avez vraiment bien décrit le pays, les analyses politiques seraient toujours la tête. Ils disent, je reconnais mon pays. Donc c'était important pour nous aussi qu'on ait ce feedback, en fait. Nicolas, tu voulais rajouter quelque chose ? Ok. Moi, je voulais poser la question à Jean-Claude Métraud en tant que psychiatre. Comment vous analysez ça ? Parce que je pense qu'il y a quand même une dimension de traumatisme post-guerre, finalement, d'une société qui était totalement chamboulée aussi par les massacres, par les déplacements de population, par la violence. Merci. Bon, la première chose que je voulais dire, c'était que donc moi, effectivement, j'ai travaillé avec des personnes de Bosnie, aussi du Kosovo, depuis plus de 20 ans. J'avais collaboré donc, dans le cadre de l'association Appartenance. Mais j'ai un autre lien avec la Bosnie, c'est qu'en fait, j'ai une ex-compagne croato-bosniaque et nous avons une fille qui a 18 ans jeudi. Et j'ai juste envie de mentionner ça pour la bonne raison que j'ai envie de dire les accords de Dayton, enfin l'histoire de la Bosnie n'est pas tout à fait oubliée pour tout le monde. Enfin, c'est super intéressant que dans son travail de maturité, sans parler directement ni à sa maman ni à moi-même, elle a décidé de faire le travail de maturité sur le conflit croato-musulman à Bugojno, qui est la ville de sa maman, et sur comment le tribunal pénal international a été vécu par les personnes de cette région. Je trouve intéressant ceci, puis je le mettrai en parallèle avec une histoire d'un autre jeune qui a à peu près le même âge, donc jeune qui n'était pas né au moment de Dayton, et qui me dit l'autre jour, donc un enfant d'une famille migrante, et qui me dit l'autre jour, je suis super embêté parce que j'aimerais mieux parler ma langue, qui parle par ailleurs très bien, mais en disant c'est impossible de trouver un livre de la langue bosniaque, pour apprendre la langue bosniaque. Et je me dis, c'est assez terrible que 20 ans après, on en arrive effectivement à cette telle division des langues qu'il ait l'impression qu'on ne peut pas trouver de livre pour me permettre d'apprendre sa langue. Alors moi, bon, traumatisme, c'est évident, il y a eu des traumatismes, il y a eu des pertes, il y a eu des deuils. Moi, je dirais quand même que ce qui me frappe le plus, c'est que effectivement, 20 ans après, eh bien, la souffrance que je connais mieux, disons, de la population qui vit bosniaque ou kosovare, mais je parlerai là de la bosniaque qui vit actuellement encore en Suisse, est encore extrêmement intense. Il y a énormément de personnes qui n'ont pas réellement réussi à élaborer le vécu de cette époque, surtout dans la région de la Drina, ceux qui viennent de la région de la Drina. Et alors, effectivement, on sait, des psys avaient déjà beaucoup travaillé sur les rescapés des camps à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, que d'une part, ça peut mettre très longtemps, que la génération suivante peut être touchée. Mais je dirais qu'il y a quand même quelque chose d'assez spécifique dans la situation de la Bosnie. On peut comparer, par exemple, si on essaye de voir ce qui s'était passé en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec la déchirure de la société française entre résistants, pétainistes et autres, etc., on peut dire que le travail de deuil de l'unité perdue, il a mis effectivement extrêmement longtemps aussi pour être travaillé. C'est un historien, Henri Rousseau, qui l'avait montré. Mais je dirais quand même qu'il y avait des pas décisifs qui se faisaient 20 ans après, et qui se faisaient 20 ans après aussi avec les apports de la nouvelle génération d'une part, mais d'autre part, j'ai envie de dire, dans une situation économique qui était nettement meilleure, évidemment, que la situation de la Bosnie. Et là, je rejoins ce que M. de Sernerclon disait tout à l'heure.
parce qu'effectivement, ce qu'on peut observer, vous avez même vous-même parlé de gel, à un moment donné, les accords de Dayton ont gelé la situation, ont à quelque part gelé l'histoire, on pourrait dire. C'est-à-dire que les situations d'insécurité profondes peuvent, ce que j'appellerais des états de survie. Ces états de survie ont tendance à geler ce que j'appellerais les deuils collectifs dans les populations. C'est évidemment une source du nationalisme qu'on peut voir, effectivement. Mais ce gel de cette situation, je pense quand même qu'il y a une double cause à ça. C'est-à-dire qu'il y a d'une part la situation économique, catastrophique. Il n'y a effectivement pas eu de plan Marshall, c'est le moins qu'on puisse dire pour les pays de l'ex-Yougoslavie. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement les accords de Dayton sont, à mon sens, particulièrement mauvais, si je dois m'exprimer ainsi. C'est-à-dire c'est particulièrement mauvais dans la mesure où finalement, quel est le deuil le plus... Pourquoi c'est si difficile d'élaborer des deuils collectifs après les guerres civiles? J'ai étudié d'autres guerres civiles pour voir un petit peu comment ça se passait. Mais je crois que c'est parce qu'il y a ce qu'on peut appeler un deuil collectif de sens. Un deuil collectif de sens, c'est-à-dire le sens qu'on avait insufflé dans le conflit, à quelque part, où le projet, il peut en partie réussir, mais cela dit, il y a d'énormes pertes, et souvent, en général, le projet n'est pas réussi comme on l'avait imaginé. Mais ce deuil collectif de cette perte de sens nécessite un travail de deuil qui a une longue durée. Et en réalité, là, il n'y a pas eu de perte de sens, parce que les accords de Dayton donnent à quelque part l'illusion qu'on peut continuer de poursuivre dans cette voie nationaliste, et ce n'est pas pour rien que Dodik parle de ce référendum en 2018. On peut continuer de se battre. Il y a le fils d'Izetbegovic du côté bosniaque, etc., etc. Donc les choses perdurent. En plus, je dirais, donc c'est des accords faits pour effectivement geler les deuils, geler la situation, et pour moi c'est catastrophique. Et puis j'ajouterais encore que quand on a des accords, encore aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir sortir de la survie. Quand on a les principaux criminels dont le jugement n'est pas encore terminé, quand on a le même jeune homme dont je vous parlais tout à l'heure, il disait j'ai enterré mes oncles. Et c'est complètement impressionnant, ces oncles qui sont morts bien avant sa naissance, mais évidemment, il y a énormément de Bosniaques dans la région de Srebrenica qui enterrent leurs oncles et leurs familles encore chaque année à Potocari, donc quelque chose qui, là, n'est pas terminé. Alors, je m'excuse, je parle un peu trop, mais j'ajouterais pour dire que c'est aussi des accords qui ont été quand même signés aussi par certains criminels de guerre. C'est des accords qui entérinent le fait que la région où il y a eu le nettoyage ethnique et le génocide appartient à ceux qui ont commis le génocide, et qu'encore aujourd'hui, ce qui se passe dans les écoles dans la région et au niveau de l'usage du cyrillique et de pas de place à la langue latine, c'est assez impressionnant. Il y a donc une situation qui est gelée, et je pense qu'il y a une responsabilité des États qui ont soutenu en fait la mise sur pied de ces très mauvais accords pour la suite et le devenir de cette société. J'ai été à Sarajevo pour la première fois 4 mois après les accords de Dayton. J'y ai habité quelques années après. Et c'est vrai que, j'aurais envie de dire, il y avait plus d'espoir en 1996 ou en 2001 quand j'y ai habité qu'aujourd'hui. Pierre de Sonarclan, après je donne la parole à Olivier Leuenberger. Excusez-moi, j'aimerais juste rebondir sur ce que vient de dire M. Métro, simplement pour appuyer ce qu'il vient de dire. Encore aujourd'hui, les psychanalystes sont confrontés à des Arméniens qui essayent de perlaborer le traumatisme qu'a constitué la négation du génocide. En Allemagne, on a vu aussi, comme en France, les jeunes générations qui tout à coup avaient le droit de parler du passé, de parler de ce qui s'était passé, parler des atrocités qui avaient été commises et dont les parents avaient été souvent responsables. Et tout cela s'élabore dans des conflits de génération
avec des enfants qui sont traumatisés par le non-dit, notamment le problème des viols, par le non-dit, par ce qui a été caché, par ce qui ressort. Et souvent, c'est des cascades qui traversent les générations et qui ont des conséquences beaucoup plus profondes que l'on peut imaginer. D'autant plus que pour ces populations, il y a tout le problème du deuil que constitue l'exil, n'est-ce pas, le refuge ailleurs. Et simplement, je voulais aller dans le sens de M. Métro à ce sujet. Merci. Olivier Yenberger, justement, on parlait tout à l'heure de la problématique politique, de la responsabilité de la communauté internationale sur Dayton, d'une part, mais aussi sur le suivi de Dayton. Justement, j'ai l'impression que on a finalement, enfin, la communauté internationale, de nouveau, a décidé que voilà, elle avait fait le boulot, elle avait fait le job, et puis que, en gros, débrouillez-vous. Et le mieux qu'on peut espérer pour la région, c'était finalement une intégration dans l'Union européenne à terme. Je ne sais pas si je schématise un tout petit peu, hein, je vais peut-être vite en besogne, mais enfin, voilà, d'une part, c'est votre analyse politique de la situation, puis aussi, j'aimerais qu'on parle un petit peu aussi du rôle de la Suisse, qui est relativement, qui est quand même active dans cette région-là, et qu'on puisse un petit peu introduire cette problématique-là. Voilà, j'ai plutôt quelques remarques. On verra jusqu'où ça correspond à une analyse. D'une part, je suis assez d'accord avec ce qui vient de dire sur le deuil. Il faut peut-être vite rajouter ça encore, se rajoute le deuil du projet espéré qui n'a pas lieu. Le deuil de ce projet que tout le monde espérait dans une certaine euphorie, des fois, de lutte de libération, de lutte pour l'indépendance, de lutte pour la démocratie, et quelques années après, la réalité. Et ça, c'est particulièrement fort chez les migrants ici. Des migrants qui ont tout donné. Si je prends la communauté du Kosovo, les travailleurs du Kosovo, donc qui rappellent cette immigration vers la Suisse commence en 1963 par un accord bilatéral entre la Suisse et Belgrade, et coupé brutalement en 1991 par l'arrêt de par l'introduction de la politique des trois cercles qui interdit le marché au travail aux saisonniers et tous ceux qui ne sont pas encore stabilisés ici en Suisse, donc à des nouveaux. Et cette communauté qui investit énormément de l'argent par un travail extrêmement dur ici, en se serrant la ceinture, en renonçant au regroupement familial au moment où ils l'ont droit, parce que leur revenu aide à une grande famille de survivre là-bas, et le revenu aide à l'opposition albanaise à ce moment-là, ou au mouvement national albanais, par un impôt des 3%, par la reconstruction de l'école dans son village, par le soutien des familles précises, par la suite à Lučeka, ou à son armée concurrente qui était créée par la LDK à ce moment-là. Donc les gens donnaient énormément d'argent, et une partie de ceux qui ont construit étaient démolis pendant la guerre, étaient détruits par la guerre. Donc il y en a qui ont recommencé de verser l'argent pour la famille pour survivre, de verser l'argent pour reconstruire la maison, pour reconstruire l'école selon les régions qui sont. Et en plus de ça, ils ont sacrifié comme ouvriers du bâtiment, comme employés l'hôtellerie de restauration ou ailleurs, ils ont sacrifié leur vie pour un État, pour un pays qui se sont imaginés d'une certaine manière. Et cet État, ce pays, n'est pas ce qu'ils espéraient. Loin de là, ils voient que le développement économique est extrêmement difficile, que la jeunesse du pays, l'immense majorité, a que l'espoir de quitter le pays pour trouver du travail ailleurs, vu qu'ils ne trouvent pas sur place. Et quelque part, s'il y a eu avant, dans les années 90, par la force des choses, par la répression, par la guerre, une relativement grande unité au sein des Albanais là-bas et d'ici, il y a maintenant il y a beaucoup de divisions qui ne sont pas nécessairement exprimées toujours, ou beaucoup de désaccords entre ceux qui sont là et qui sont très critiques avec ce qui se passe dans le pays. Nomme-le, corruption et une démocratie qui fonctionne très mal.
pas de relance économique véritable, sauf dans certains secteurs. Et on a vu tous ces gens qui sont partis au début de cette année sur des informations que l'Allemagne accordera des autorisations de séjour ou je ne sais pas quoi, et qui sont maintenant en de chaises, qui doivent retourner dans le pays. Ça, c'est un élément, je voulais dire. L'autre, c'est des divisions aussi dans le pays suite à l'action de la communauté internationale, par ailleurs aussi idéalisée par les gens. Les États-Unis, hein, la libération, c'était avec les drapeaux albanais et drapeaux américains. On trouve encore maintenant des signes là-bas. L'Union européenne, avec son intervention, un énorme espoir d'abord d'être reconnue généralement au niveau de l'indépendance. La Serbie n'a pas encore reconnu cette indépendance. C'est maintenant la dernière étape, ou l'étape la plus récente, cet accord que Bruxelles impose, qui impose une association des communes serbes, si j'ai bien compris, au niveau du territoire du Kosovo, qui sont rattachées dans plein de domaines directement à Belgrade, et aucune solution pour les minorités albanaises, ou majorités albanaises parfois, dans les districts du sud de la Serbie. Bujanovac, Mečev, Prešev, toutes ces régions-là. Et ça crée maintenant cette intervention, ce forcing de l'Union européenne, j'ai l'impression, si au moins si je discute avec des gens de la communauté ici, ou si je lis certaines déclarations là-bas, à la division beaucoup plus forte au sein du monde kosovar même, parce qu'il y a le forcing pour faire passer un accord qui n'est pas discuté démocratiquement. Là, je parle maintenant de mes critères comme parlementaire suisse, et peut-être certains standards internationaux, qui n'est pas discuté, qui est fait en cachette. Il faut longtemps jusqu'il y a des fuites pour que cet accord soit publié. Un tollé général par certains au moins, qui va jusqu'à une autre action que je ne peux pas approuver en tant que parlementaire, d'empêcher que le Parlement siège pour prendre des décisions en empêchant en 3 reprises avec du gaz lacrymogène par l'opposition des députés même qu'on siège. Mais donc, des divisions supplémentaires assez importantes par une Union européenne. Et ce jour, je me suis dit, moi, je ne sais pas dans quel état va être l'Union européenne dans 5 ans. Et je ne sais pas qui peut me le dire, vraiment, et qui a raison. On a différentes hypothèses. Cette Union européenne actuellement impose des choses, par exemple, aux Kosovars, où ils sont peut-être en 5 ans même pas capables de tenir au niveau des promesses. C'est une des choses qui me préoccupe aussi. Et peut-être encore un élément sur l'identité. L'identité albanaise, par exemple, c'était quelque chose d'extrêmement fort aux Kosovars. Et je me suis demandé quelle identité ils ont maintenant, après que j'ai lu une enquête en Bosnie-Herzégovine, où un tiers des gens se disent bosniens ou herzégoviniens ou bosno-herzégoviniens actuellement, et plus serbes ou croates ou bosniens. Mais c'est assez intéressant, c'est un tiers qui se définit comme ça. Et j'ai dit, et si c'était dans certaines régions, j'étais en Bosnie-Herzégovine cet été, au Kosovo il y a une année, si certains parmi les jeunes, au moins, ils se considéraient plutôt d'abord comme chercheurs d'emploi, comme chercheurs d'une certaine autonomie du développement personnel, chercheurs de trouver ce créneau, mais c'est lié à l'emploi, d'aller à l'étranger, et qu'après, d'être albanais, ou d'être bosnien, ou d'être serbe, ou d'être croate, dans toute cette région-là, en même temps certainement potentiel explosif, cette jeunesse, où on sait aussi quand on ne peut pas offrir au niveau économique et social ce que les gens attendent, le nationalisme marche bien, quand le patriotisme passe au nationalisme et plus seulement au patriotisme. Et dernier élément sur la Suisse a fait énormément d'erreurs, par ailleurs là aussi les Albanais. Aujourd'hui, les Kosovars, c'est encore Youfalimderit la Suisse. Donc, on remercie énormément la Suisse, c'est le discours continuel, sans distinction des différentes étapes. La Suisse a pris une attitude extrêmement dure en 1991 en excluant les Kosovars du marché d'emploi. On était très peu s'y opposer à l'époque. Par la suite,
pendant la dernière phase de la guerre, la Suisse était généreuse au niveau de l'accueil, mais aussi après une mobilisation importante. Je ne sais jamais de répéter que jusqu'en printemps 98, des policiers serbes ont cherché les requérants d'asile expulsés de Suisse à l'aéroport de Kloten, pas des délinquants. C'est que Genève et Vaud ont empêché à partir de 78 environ des expulsions. Et venait la phase, la reconstruction, où la Suisse a énormément investi, c'est vrai, après la guerre, les différents programmes de reconstruction. Mais là, il y a aussi un peu cette idée d'idéaliser, et c'est la difficulté maintenant de sortir cette idéalisation de la Suisse, comme on a la peine des fois sortir de l'idéalisation dans le pays même. Et je dirais même quelque part, ça mène jusqu'à des votes UDC aujourd'hui d'une partie de la communauté kosovare en Suisse, malheureusement partiellement aussi liée à ces difficultés de trouver sa place. Voilà, je m'arrête pour le moment là. Merci. Justement, vous avez introduit notamment la question des erreurs qui ont été commises par les Occidentaux dans cette région-là. Moi, j'aimerais avoir l'avis de Pierre de Sonarclan à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on a fait de faux et qu'est-ce qu'on devrait corriger maintenant, en fait, pour sortir finalement cette région du marasme actuel, de cette situation, finalement de ce tableau plus ou moins sombre que vous avez décrit tous autour de la table? Écoutez, je ne suis pas sûr d'être le mieux à même de répondre à cette question. Mais disons, pour donner une réponse rapide, j'ai l'impression qu'on a peut-être trop insisté sur la recherche de mécanismes institutionnels complexes, susceptibles d'accommoder ces différentes communautés ayant chacune leur référence identitaire, et qu'on a peut-être fait une espèce de contonalisation qui finalement s'est avérée néfaste à la redécouverte d'une forme de cohésion. Mais la grande erreur, me semble-t-il, mais encore une fois, M. Lauenberger pourrait mieux répondre que moi à cette question, a été peut-être de ne pas suffisamment insister sur l'énorme effort qui aurait dû être cohérent de remise en place d'une économie dans ces pays, d'une économie soutenable. Alors, il y a eu effectivement une certaine croissance économique parce qu'il y a eu la reconstruction des bâtiments, etc. Mais aujourd'hui, ces pays se retrouvent sans économie viable, substantielle, capable de donner des emplois autres que ceux que j'ai évoqués dans le secteur informel. Et ça, je crois que c'est extrêmement grave. On a eu peut-être aussi une tendance, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve, me semble-t-il, dans la politique de la DDC, d'avoir des engagements humanitaires, certes très sympathiques, mais qui ne portent pas suffisamment sur les problèmes structurels auxquels sont confrontés ces pays. Donc, une action dispersée en matière économique et sociale qui, aujourd'hui, font perdurer l'atomisation de la société et l'absence de véritables tissus qui pourraient encourager le développement économique. Merci. Monsieur Lauenberger. Berger, pardon. J'ai brossé avant un tableau un peu noir pour le Kosovo. Il faut évidemment aussi dire, ça fait que depuis 7 ans que le Kosovo est indépendant aujourd'hui. Et ces hésitations de ce qu'on appelle la communauté internationale pendant longtemps d'accorder cette indépendance. Par ailleurs, on a oublié de mentionner, Dayton ne dit pas un mot sur le Kosovo. Pendant des semaines où ils ont, dans le désert, là, sur la base militaire
aux États-Unis, négociait sur l'ancienne Yougoslavie, Kosovo n'était jamais un thème, ni dans les discussions, ni dans les textes. Et peut-être de la même manière, c'est maintenant si l'Union européenne impose au Kosovo un accord en faisant miroiter évidemment l'adhésion, le processus d'adhésion à l'Union européenne dans quelques années. De la même manière, on ne tient pas compte de toute une série de facteurs qui vont compliquer les choses. Et tant que l'instabilité existe, ou par exemple, avant l'histoire de l'indépendance, qui a envie d'investir dans un pays quand son statut n'est pas connu? Donc c'était principalement pour des investisseurs étrangers, évidemment, mais en partie aussi pour l'immigration, pour la diaspora, qui pouvait investir dans des projets. Donc ils ont investi avant tout dans les projets de la famille, de la maison, et souvent quand même des biens de consommation aussi. C'était très difficile, il y avait des tentatives, il y a quelques réussites, mais beaucoup d'échecs. Les tentatives d'essayer d'utiliser l'investissement de l'immigration ici dans des projets économiques. Il y a aussi quelques projets qui se sont cassés la figure, où il y a eu beaucoup de projets, c'est pas seulement l'économie informelle, c'est aussi le commerce, la quantité d'épiceries, la quantité de stations d'essence. Il y a au Kosovo, par exemple, c'est assez incroyable. Mais donc, je suis tout à fait d'accord, sans l'investissement et aussi, évidemment, une législation dans le pays même pour créer les conditions, pour développer l'économie, oui, c'est assez morose et assez noir. La Suisse a fait une chose de très positive, je trouve. Ils avaient très vite vu qu'il y avait un problème avec les cadastres. Donc, ils ont poussé très rapidement une formation de notaires en avant. Donc, il y a des notaires suisses très qualifiés. On formait des gens au Kosovo. Ça a permis d'avancer au niveau de toute la question de la propriété, qui était aussi un problème. Mais c'est vrai, Kosovo, que 7 ans d'indépendance, ce n'est pas une excuse pour tout ce qui se passe, mais c'est une explication pour certaines choses qui se passent. Ok, M. Métro. Non, je voulais juste rebondir sur les deux derniers intervenants là. C'est d'une part, alors évidemment, je suis absolument d'accord que il aurait fallu ou il faudrait investir nettement plus pour le tissu économique, et je crois que c'est vraiment pour sortir la population de cette situation d'insécurité. Cela dit, je pense aussi, tu l'as soulevé un peu, Ouli, mais que la situation du Kosovo et de la Bosnie jusqu'à aujourd'hui ont quand même été un peu distinctes, dans la mesure aussi où après la guerre, les Kosovars pouvaient au moins avoir l'impression d'avoir obtenu quelque chose, ce qui n'était pas forcément le cas des Bosniaques. Alors on peut se poser la question, avec ces nouveaux accords imposés par Bruxelles, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Et puis bon... moi, comme je suis psychiatre, je vais me permettre un tout petit peu de délirer, c'est-à-dire que je vais quand même dire que peut-être que ce que l'Europe pourrait faire, c'est quand même sa reconnaissance dans sa responsabilité dans les événements qui se sont passés en ex-Yougoslavie, parce qu'on peut quand même se poser la question de savoir si l'Allemagne et les autres pays n'avaient pas à l'époque reconnu si rapidement la Croatie et la Slovénie, qu'est-ce qui se serait passé? Je pense que là, il y a quand même quelque chose de fondamental. Et puis une deuxième chose, c'est comme une question fondamentale, parce que peut-être que la Bosnie, on n'en parle pas beaucoup, le Kosovo de moins en moins, n'empêche qu'il en va de notre rapport aux populations musulmanes en Europe, et que si on arrivait à montrer l'exemple par rapport à une relation avec les personnes musulmanes dans cette partie du monde, peut-être que ça pourrait aussi changer quelque chose dans le reste du rapport à l'islam en Europe occidentale. C'est un vaste débat, c'est toute une page de l'histoire aussi qui mériterait d'être analysée, hein, puisque présence ottomane, enfin, il y a pas mal de questions qui sont posées, notamment aussi sur cette présence de cette religion dans cette région de l'Europe. Enfin, Bashkim, je vais te donner la parole parce que justement, il y a plein de questions qui sont posées, et notamment, moi, ce qui manque un petit peu, c'est les solutions, en fin de compte. On a un constat qui a été dressé par tout le monde, mais enfin, concrètement,
qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, communauté internationale? Qu'est-ce qui peut se faire sur place aussi? Mais je crois que la solution passe par un bon diagnostic. Et on a souvent dans les débats, y compris dans les communautés épistémiques, et même encore aujourd'hui, il y a quelques universitaires ou politiques qui croient que la corruption est quelque chose de culturel ou inscrite dans l'ADN de certaines populations du Sud. Moi, je persiste et signe qu'effectivement la corruption, et pour rebondir dans le sens de ce qui a été dit jusqu'ici par les différents panélistes, que la corruption, elle demande, voilà, ça nécessite un cadre qui permet de générer. Qui permet de générer des situations de corruption. Il y a eu la mission de l'EULEX, des affaires graves de corruption de hauts fonctionnaires de l'EULEX au Kosovo. Ce n'étaient pas des Kosovars, c'est des internationaux. Pour dire que le système peut générer une situation favorable à la tentation de la corruption. Néanmoins, ça ne justifie pas du tout la responsabilité des locaux ou des populations locales pour construire leur pays. Ce n'est pas les internationaux qui vont faire un État, consolider un État fonctionnel et harmonieux du Kosovo, de Macédoine ou de Bosnie-Herzégovine. Parce qu'on retrouve exactement les mêmes inhérences, les mêmes problèmes qu'on retrouve au Kosovo, on les retrouve en Bosnie-Herzégovine, en Macédoine, etc. Et ce problème-là, c'est cette classe politique qui est totalement incompétente, elle n'a pas sa place, elle n'est pas capable d'assumer la responsabilité pour mener ces pays dans la voie de l'européanisation politique, sociale et culturelle. Toute cette élite, en guillemets, elle est très liée entre elles parce qu'ils ont des intérêts communs, ils se protègent. Et ma question est de savoir comment faire pour les déloger de là. Bien sûr, comment faire pour que les citoyens des Balkans retrouvent la confiance dans les institutions. Et honnêtement, c'est ça qui m'effraie un peu. Comment faire pour donner les moyens aux forces réformatrices? Il y en a, je vous assure qu'il y en a, mais qui ne sont malheureusement pas au pouvoir. Comment faire en sorte pour que justement ces personnes-là, qui ont des compétences, qui ont fait des grandes écoles à l'étranger, ne travaillent pas uniquement pour les ambassades occidentales dans la région, mais qu'ils puissent s'activer dans la vie politique de les institutions du pays, pour que ça devienne beaucoup plus, si j'ose dire, sexy de travailler pour l'administration que de travailler pour un salaire qui est beaucoup plus enviable dans les représentations étrangères. Et là, effectivement, pour moi, c'est important parce que du moment que cette classe politique a une main mise sur la justice, qui a un sentiment d'impunité, j'en ai pas vu beaucoup de ministres des Balkans qui ont fini en prison, hormis Sanader, l'ancien Premier ministre croate qui a écopé 10 ans. C'est un modèle. Et c'est ce qu'il faut, selon moi, vraiment revenir aux valeurs de base, redonner les moyens à la justice, exiger une transparence de la classe politique, mais aussi un changement d'attitude des puissances ou des grands pays, des pays européens et des USA pour exiger de la classe politique une gestion beaucoup plus efficiente du pays. En fin de fond, ce sont nos impôts qui partent dans cette région et je crois qu'on est en droit d'exiger en tant que contribuable d'exiger justement un fonctionnement beaucoup plus transparent qu'il ne l'a été jusqu'ici. Bien sûr qu'il y a ce jeu diplomatique, cette peur de stabilité, surtout qu'il y a des vagues migratoires, n'est-ce pas, qui passent par les Balkans et qui peuvent fragiliser ces sociétés. Néanmoins, il est temps vraiment de mettre les points sous les i et d'être beaucoup moins indulgent envers cette classe politique qui empoisonne toute perspective du pays et de cette jeunesse. Et j'en terminerai avec quand même une note positive. C'est impressionnant le degré d'innovation qu'il y a auprès des jeunes des Balkans. Je reviens d'Albanie, je l'ai dit, il y a quelques semaines j'ai été au Kosovo, en Macédoine. Vous avez des jeunes qui sont très connectés à l'économie globale, ou mondialisée, qui maîtrisent parfaitement les outils dans les technologies nouvelles, qui ont des mandats des grosses compagnies internationales, mais malheureusement le cadre politique est défavorable à toute initiative privée, surtout des jeunes. Et comment faire justement pour booster cet esprit innovatif qui est réellement existant, mais qui est malheureusement sapé par une classe politique qui n'a pas envie de changement?
Avant de donner la parole à la salle, si vous avez des questions, je voulais juste revenir, justement, on a parlé de nouveau des jeunes, à Nicolas et à Stéphanie, sur... Enfin, vous y êtes promené pendant 3 ans, enfin, vous avez fait un travail de fond, vous avez rencontré pas mal de monde. Justement, qu'est-ce qu'ils attendent, ces jeunes de la communauté internationale, par rapport à leur avenir? Alors, bon, bien sûr, la possibilité peut-être d'émigrer, mais en même temps, on est tous aussi attachés, on a nos racines dans nos régions respectives, et je pense que en partie de ces jeunes, enfin pour en avoir rencontré, ont aussi envie de faire leur vie dans cette région-là, dans la région qui les a vus naître. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vous disaient finalement ces jeunes sur la responsabilité de la communauté internationale, est-ce qu'ils en attendaient? C'est intéressant, il y a des avis partagés bien sûr, mais il y a notamment la fille qui est sur la couverture du magazine. Elle a une relation amour-haine avec son pays. Elle dit qu'elle adore son pays. On a eu un Skype avant-hier avec elle encore, et maintenant elle est presque en train de baisser les bras. J'en suis un peu désolé, mais elle envisage la possibilité de partir au Canada. Par contre, ce que je voulais souligner par rapport à tous ces jeunes, j'ai rarement, je ne sais pas si c'est les cercles dans lesquels on a évolué qui a fait ça, mais j'ai rarement été autant confronté à des jeunes qui sont extrêmement formés et diplômés. Ils ont tous des masters, des diplômes de littérature comparative. Il y en a une qui est aussi dans le magazine, une blonde qui a fait elle rêve du CERN, elle a fait de la physique. Et qu'est-ce qu'elle fait? Sa perspective d'avenir, c'est d'aller pour Qatar Airways, parce qu'ils font un petit stand à Sarajevo. Il faut apparemment lever les bras, puis si on arrive à telle hauteur, on passe le premier round. Donc c'est un peu cynique, c'est un peu ironique en même temps, mais ils attendent de la communauté internationale elle-même. Souvent, il y a une certaine passivité aussi, où on dit, de toute façon, c'est eux qui doivent faire quelque chose. Donc c'est eux qui vont envoyer de l'argent, c'est eux qui doivent... Il y a une sorte de passivité, j'ai l'impression. Après, il y en a d'autres qui se bougent, et ceux qui se bougent, ils se disent, bon, j'ai essayé de faire ça n'a pas marché, j'ai essayé de faire ça ne marche pas. Yasmina, qui est encore une fois la fille de la couverture, elle a 2 jobs. Donc elle fait des traductions en freelance, elle est enseignante privée pour des cours d'anglais. Et elle se débrouille comme elle peut. Mais malgré tout ça, le climat fait qu'elle peut pas vraiment aller de l'avant. Elle est bloquée dans cette situation. Donc les jeunes, la seule solution qu'ils voient pour l'instant, c'est de partir. Ça, c'est un peu le point. J'aimerais peut-être juste ajouter quelque chose, c'est qu'ils ont dit, juste après la fin de la guerre, comme vous l'avez mentionné avant, ils y ont cru. Tout le monde a cru que ça allait repartir pendant 3-4 ans. Je crois qu'ils ont dit, là c'est bon, il y a du potentiel, on y croit. Et maintenant, la plupart des gens, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils sont totalement allergiques au terme de transition. Ils en ont vraiment marre de ce terme, parce qu'ils voient bien que, comme tu le mentionnais, que rien ne bouge. Ils parlaient aussi beaucoup de manipulation par rapport, ils sentent bien qu'ils sont un petit peu pieds et poings liés dans ce pays et que c'est vraiment difficile pour eux. Je pense, comme dernière note, je vous engage à lire le texte, si vous avez l'occasion d'acheter le livre, de lire le texte de l'analyste Srećko Latal qui définit très très bien ce que la Bosnie est en ce moment, d'une manière assez froide et pragmatique à mon avis. Donc cet avis-là, je trouvais qu'il était très important pour nous et ce livre. Alors justement, comme je l'ai promis tout à l'heure, on ouvre la période des questions. Oui. Robert James Parsons, journaliste indépendant. J'ai suivi de près la situation en Yougoslavie à partir de 1991. J'ai fait des recherches, j'ai beaucoup publié, y compris dans La Liberté. J'ai eu une dizaine de fois la page Gros Plan, par exemple. Quelques observations auxquelles vous voudriez peut-être réagir. Premièrement, en ce qui concerne la reconnaissance de la Slovénie et la Croatie, qui est beaucoup critiquée, à mon avis, ce n'était pas la reconnaissance qui a posé problème, mais le manque total de suivi après. Parce que ce n'étaient pas des pays qui pouvaient se tenir debout. L'Allemagne semblait faire le geste simplement pour que leurs intérêts financiers et commerciaux entrent en scène sans gêne. J'ai suivi aussi de près les bombardements
selon la Post-Conflict Intervention Unit du programme des Nations Unies sur l'environnement, chaque site bombardé par les États-Unis en 1999 a été bombardé par un système d'armement différent. C'était des essais. Après, on a retrouvé ces armes sur les sites de fabrication, affichant maintenant combat tested, guaranteed. Ce qui suggère quand même autre chose. L'unité du PNUD n'a pas pu publier ses résultats. L'unité du PNUD a pu enquêter seulement sur les sites qui avaient été nettoyés par l'OTAN après. Il y a une contamination permanente dans beaucoup de régions. Les anciens Yougoslaves appellent ça la pluie américaine. Vous devriez avoir en entendu parler. En ce qui concerne les États-Unis, ils se sont emparés de l'aéroport de Tuzla déjà très tôt. Et ils ont interdit toute utilisation de l'aéroport pour l'aide humanitaire pendant toutes les années 90. Et ça a énormément gêné l'aide humanitaire. Donc on peut se demander ce qu'ils visaient déjà là. Après, on voit ce qu'ils ont visé au Kosovo. Camp Bondsteel, le plus important installation militaire du monde et des États-Unis, 50 000 personnes. Et puis, bien sûr, le soutien de la part des États-Unis de l'UCHICA. Donc, il y a une intervention de la part d'une certaine superpuissance qui a joué un rôle prépondérant, y compris dans la conduite de la communauté européenne au sens large. Donc, vos réactions peut-être? Qui veut répondre à cette remarque? Machkim? En fait, quelle thèse vous avez par rapport à les intérêts américains là, dans cette histoire? Il n'y a pas une thèse, il y a des livres blancs du Pentagone. Si vous voulez vous donner la peine de naviguer le site du Pentagone, qui est gigantesque, mal ordonné, en fait ça a été construit en bricolant à travers des décennies. Mais si vous voulez retrouver des livres blancs, etc., vous trouverez, c'était censé être un débouché pour l'oléoduc transbalkanique. Donc ça, au moins, on sait. Autrement, ils voulaient contrarier la Russie, bien sûr. Et ça, on voit très bien dans la conduite envers la Russie suite au bombardement, etc. À part ça, il peut y avoir d'autres enjeux, mais pour moi, ça saute aux yeux. Est-ce que alors la conclusion qu'on peut se dire, vu que c'est les années 90, c'est est-ce que cette guerre finalement c'est pas le dernier soubresaut de cette guerre froide entre finalement les puissances russes et les puissances américaines, vu que les deux étaient plus ou moins à l'extérieur de ça, c'était indirect. Mais la guerre froide semblait bien se calmer avec l'installation de Yeltsin, qui était une petite caniche pour l'administration américaine. Et puis, mais il reconnaissait que l'effondrement du pays allait déboucher à quelque chose d'autre avec l'arrivée de Poutine, qui a voulu et qui a bien redressé le pays. La rivalité recommence. Et puis la Russie, on sait, la Russie a complètement brillé. Incirlik, la base américaine en Turquie, ils ont détruit tous les moyens de communication des États-Unis, de même dans la mer Noire maintenant. Et ils ont bombardé avec des missiles dont personne ne soupçonnait l'existence, avec une précision de 3 mètres. On n'a jamais vu ça. Pour les États-Unis, précision, ça veut dire ça touche dans un radius de 500 mètres, et les Russes, c'est 3 mètres. Et puis, les États-Unis ont tout de suite exigé que la Russie arrête d'utiliser ses armes et les déclare illégales. Bon, donc, à vous d'en tirer des conclusions. Mais oui, la rivalité est là, mais même pendant Yeltsin, les années 90, on trouve dans les discours officiels et puis dans des mémoranda qui circulent, ce fait qu'il faut bien être vigilant parce que la Russie peut essayer de se redresser. Et les Balkans allaient devenir bien sûr un champ de bataille, entre autres. Évidemment, parfois, j'aimerais bien être en possession de ce petit appareil qui permet d'embobiner l'histoire. D'accord? Première chose, Alexis, malheureusement pas. Il est évident que dans toutes les guerres
et les Américains particulièrement, mais dans toutes les guerres qui se passent, il y a des nouvelles armes qui sont expérimentées aussi. Et il est aussi vrai qu'il y a eu dans certaines régions, aussi au Kosovo par ailleurs, il y a une augmentation de cas de leucémie ou de cancer dans des régions qui s'étaient bombardées, donc des armes qui s'étaient utilisées avec ces effets sur une partie de la population. C'est une chose. L'autre chose, moi, comme pacifiste, au moment des bombardements, et donc en Serbie et au Kosovo, et plus tard l'intervention de l'armée au Kosovo, j'étais totalement déchiré. J'étais totalement déchiré. Mais le Kosovo se vidait, les paramilitaires avec des unités spécialisées de l'armée serbe faisaient le nettoyage ethnique, organisaient des massacres. Je voyais dire une situation comme en Bosnie-Herzégovine, quelques années d'avant. Et c'est vrai, je n'ai pas manifesté dans les rues basses contre l'intervention, contre les bombardements de l'OTAN. J'ai manifesté avec les Kosovars pour l'arrêt de la guerre et les actions militaires et le nettoyage ethnique. Mais tout ça était la suite de plein de choses qui sont passées avant, sans que cette communauté internationale, peu importe qu'est-ce qu'on comprend là-dedans, effectivement, est intervenue. Quand Milosevic a pris le pouvoir avec son équipe en Serbie, a dissous le Parlement du Kosovo, la Constitution, licencié quasiment l'ensemble des employés d'État, et là-bas c'était une usine de batterie, on était aussi un employé d'État, qui privait les gens des moyens de survie, etc. Et toutes ces étapes, ce qui s'est suivi par la suite, la guerre en Bosnie, et tout de suite, la communauté internationale a échoué, mais nous aussi, on n'avait pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'on avait comme solution, on est un peu dans cette situation-là, on savait qu'est-ce qu'on ne voulait pas, des fois, mais il y a peu de gens qui avaient des solutions, qui savaient vraiment qu'est-ce qu'il fallait faire. Et encore une fois, Dayton n'a pas parlé du Kosovo. Si à ce moment-là, on aurait fait des choses plus intelligentes aussi sur la Bosnie, et on aurait parlé d'un processus du Kosovo, par ailleurs, ça aurait été peut-être encore une autonomie beaucoup plus importante que ce qu'ils avaient avant, mais dans une structure qui aurait été peut-être cette Serbie-Kosovo-Monténégro ensemble, mais pas en privant les gens de leur liberté, pas en privant les gens de leur emploi, pas en massacrant les gens. Donc, c'est toutes ces difficultés. J'aimerais bien cet appareil pour embobiner le film de l'histoire, mais avant tout de voir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons face à la Syrie, à l'Irak, à d'autres conflits qui nous pendent au nez, où des mécanismes comme ils sont décrits là se produisent malheureusement. Juste, c'est vrai qu'on fait le procès, on a tendance à faire le procès aux USA, mais rendons à César ce qui est à César, au sens où, grâce à Uncle Sam, que les massacres ont été stoppés en Bosnie-Herzégovine, que les massacres de grande échelle ont été stoppés au Kosovo. On peut avoir une perspective critique, et je suis le premier à en avoir une. Néanmoins, sans cette action, sans cette détermination américaine, peut-être qui a été fait au nom de raisons humanitaires, mais peut-être qu'il y avait d'autres objectifs stratégiques, ça, j'en sais moins. Néanmoins, s'il n'y avait pas eu cette implication américaine, très honnêtement, on n'aurait plus beaucoup de Bosniens et de Kosovars ou d'Albanais au Kosovo. En ce qui concerne la responsabilité de la communauté internationale, c'est la communauté internationale qui a jeté les bases de l'instabilité et l'insécurité qui a rendu possible l'emprise de Milosevic, Tudjman et ainsi de suite, en imposant le plan de réajustement structurel pendant les années 80. Vous vous souviendrez peut-être des billets de banque en Yougoslavie, 100 000, 200 000, 500 000, à cause de l'inflation galopante, inimaginable. Et c'est ça qui a créé partout une insécurité dans un pays qui avait auparavant de lendemain meilleur toujours devant lui.
Et c'est ce sentiment d'insécurité qui a permis aux gens, encouragé les gens à s'accrocher à des imbéciles comme Milosevic et Tudjman. Mais ça commence déjà avec la mort de Tito. Il y avait d'autres questions en fait. Guy, tu as une question? Oui, une remarque aussi, une question effectivement. D'abord, j'ai été très heureux de vous entendre, parce que ça fait une vingtaine d'années que je n'étais pas retourné à Sarajevo, donc voilà, ça rafraîchit la mémoire, et 10 ans en Serbie. Je voulais rebondir aussi sur ce que vient de dire M. Parsons, parce que j'ai le sens, vous avez parlé d'économie, notamment de M. de Snarkland a évoqué le problème de l'économie. Moi, l'impression que j'ai, a posteriori, alors effectivement, c'est toujours plus malin après qu'avant, mais c'est comme on a quand même assisté à une manœuvre un peu géopolitique à l'époque, initiée par l'Allemagne, effectivement avec cette reconnaissance un peu intempestive des deux premières républiques du Nord, la Croatie et la Slovénie, et en tout cas inconsidérée, alors après mais en tout cas inconsidérée. Et moi, je suis frappé du fait qu'on montre jamais qu'en fait, l'économie yougoslave était très intégrée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence entre la Bosnie, la Serbie, la Croatie. Quand on voit la photo de cette cimenterie, j'imagine, un peu tout bombardé quelque part en Bosnie, on voit que cette cimenterie, j'imagine, travaillait pour toute la République. Donc on se retrouve, on a démantelé cette économie et on a empêché ces républiques auxquelles on a donné l'indépendance de continuer à travailler entre elles et faire les échanges, alors que toute l'économie était basée sur ces échanges. C'est la même chose lors de la dislocation de l'Union soviétique. On a vite accordé l'indépendance aux républiques qui faisaient partie de l'Union soviétique, ce qui a déstructuré de façon complète, désorganisé l'économie soviétique et russe. Et enfin, on voit la même chose maintenant en Ukraine. Et là, je pense qu'il y a quand même, je rejoins alors un petit peu la thèse de Parsons, c'est que je pense que ça a été fait de façon délibérée pour empêcher le retour au fond à un État yougoslave. Moi, ce qui m'a frappé à Sarajevo, discuter avec tout le monde, c'est que les liens entre les personnes, les liens familiaux entre bosniaques, entre musulmans, entre orthodoxes, les mariages mixtes, tout ça était une réalité. Ça continue, quoi qu'on dise, plus ou moins. Maintenant, évidemment, le ressort a été cassé, mais j'ai l'impression qu'on a voulu absolument empêcher ça, et que si l'économie ne peut pas redémarrer, c'est parce que justement, tous les liens d'échange qui existaient ont été délibérément cassés, et on les empêche à la limite de les reprendre, en exaltant au fond des nationalismes et en soutenant cette fameuse classe politique qui dans chaque coin maintenant est extrêmement nationaliste et donc n'a aucun intérêt à faire redémarrer des échanges, à retrouver les anciennes routes d'échange finalement, qui pourraient peut-être permettre aussi de redonner une base à l'économie régionale. Voilà, c'est quelques observations, mais réaction, je ne sais pas si vous partagez ce point de vue. Qui veut réagir? Par rapport à l'économie, moi je vois, c'est juste un constat que j'ai pas vraiment d'avis a priori, mais en parlant avec Srećko Lata. Non, mais je trouve l'histoire du marché, c'est simple, on va dans un supermarché à Sarajevo, à Tuzla ou n'importe où, ce qu'on trouve comme marchandise, c'est principalement l'eau en bouteille, elle vient de Croatie, beaucoup de produits, de choses alimentaires viennent d'Allemagne, et il y a extrêmement peu de choses qui viennent de Bosnie elle-même. Alors je ne sais pas exactement à quoi c'est dû, mais c'est aussi ça qui m'a frappé là-bas. Je me demande s'il n'y a pas eu une espèce de partage. C'est un marché, on investit, on peut vendre nos produits plus facilement. Mais que dans un sens. Ok. Je pense qu'il y avait encore une question, ce Ferrer. Hein, ouais, je voulais donner la parole à la salle. J'ai pas seulement vécu le début de la guerre à Sarajevo, mais j'ai aussi fait un survey dans toute la Bosnie en mars 1992, juste avant l'éclatement de terre. Donc j'ai une des rares personnes qui a une vision globale de la Bosnie juste avant la guerre. Mais une chose qui m'a frappée, c'est les jeunes de la délégation
à la fin de ce survey. Ils m'ont parlé de leur avenir, de leurs rêves et tout ce qu'ils prévoyaient, comme ils vivaient ensemble, etc. Et à l'époque, ils avaient une identité yougoslave. Et aussi, musulman, ce n'était pas une religion, c'était une destination ethnique. Et en fait, à mon avis, et ça m'est toujours resté parce que 10 jours plus tard, la guerre a éclaté, je suis retournée à Sarajevo. Et là, ces jeunes qui me parlaient de leur avenir et de leurs rêves, ils ont tout perdu en quelques jours pour des générations. Et à mon avis, au lieu de blâmer les uns les autres, est-ce qu'on pourrait faire ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, puis ce qu'on aurait dû faire, etc., les choses iraient mieux si on réfléchit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner une identité collective à ces jeunes, à ces générations? Et comment un avenir aussi. De même, finalement, tous, si nous ne parvenons pas à vivre ensemble, l'humanité va disparaître un peu. Dire. Actuellement, tous ces gens sur la route, c'est exactement... Moi, je ne peux plus voir tous ces gens sur la route, parce que ça fait des années que je vois ça, et je travaille là-dedans. Et tous ces gens, ils sont en train de perdre aussi leur identité. Et une fois la guerre éclatée, c'est trop tard pour faire la paix. Ça va durer des années pour que les terres soient de nouveau vivables. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour redonner un avenir à cette génération? Et je pense que l'art, les photos, c'est vraiment un moyen avec les jeunes générations d'exprimer et de communiquer. Si je vois les images là, il y a des photos, moi ça me touche et ça me donne des fois la chair de poule. Et je pense que les jeunes qui vous ont montré ces régions, c'est certainement une raison qui vous a montré ces images, que vous avez fait ces photos-là. Je vais juste ajouter, c'est vrai que les jeunes nous ont souvent remerciés de s'intéresser à eux, parce qu'ils ont dit, on est des jeunes tout le monde s'en fiche de nous, et puis nous ont remercié qu'on prenne le temps pour eux. Et puis ça, c'était vraiment touchant. C'est vrai que c'était un coin qui est chargé d'histoire, qui est chargé d'une histoire qui est assez tragique, et c'était assez intéressant par rapport à quand on travaillait. Souvent, on avait des amis qui disaient, alors, comment ça va votre travail sur le Kosovo? Comment va votre travail sur la Serbie? On a eu tous les pays sauf la Bosnie. Et on se demandait s'il n'y avait pas une espèce de rejet, peut-être, je sais pas, dans la mentalité, dans la conscience, mais peut-être pas de manière explicite, par rapport en tout cas, à la Bosnie-Herzégovine. Mais en tout cas, ils étaient très touchés qu'ils ont remercié plusieurs fois qu'on parle d'eux. Jean-Claude Métrou. Oui, non, je voulais juste dire que dans certains milieux, il y a eu beaucoup de collaborations qui sont poursuivies entre les personnes des diverses nationalités. Moi, j'ai eu un énorme privilège de participer pendant des années, j'ai envie de dire encore jusqu'à cette année, à un réseau de psychiatres, de psychologues de tous les pays d'ex-Yougoslavie. Et où j'étais le seul étranger dans ce groupe, à part une personne autrichienne, et où on a vécu des moments extrêmement émouvants. Par exemple, le plus émouvant, c'était une psychiatre serbe qui est décédée pendant le colloque, et que c'est la personne albanaise du Kosovo qui a fait le discours ensuite le lendemain. Et il y avait donc des similitudes fortes, envie de faire un travail ensemble qui existait. Mais le problème, c'est que au niveau national, avec cette structure héritée de Dayton, je reviens au début, j'ai de la peine à voir comment on pourrait changer cette tendance nationaliste, en fait, au niveau des partis qui mènent le pays. Là, donc, je pense qu'il y aura peut-être quand même quelque chose à faire. Et puis l'autre chose, moi, je suis super content que vous ayez organisé cette rencontre. Puis je trouve super chouette ces photos que vous avez faites. C'est vrai qu'en plus, on sent la Bosnie tellement fort dans ces photos. Et que... parce que je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de la mémoire. Je crois qu'il ne faut absolument pas que ça tombe dans l'oubli.
il faut que, et quand je parle de mémoire, c'est pas seulement la mémoire de la guerre, c'est pas la mémoire simplement de la difficulté économique, mais c'est aussi la mémoire d'avant la guerre. C'est d'ailleurs intéressant, certains écrivains maintenant se remettent à écrire ou des romans liés à la période d'avant la guerre, comme Milenko Jergovic, le croato-bosniaque, qui a dans son livre Volga Volga, qui a été traduit cette année en français. Et c'est intéressant de refaire le lien avec un passé antérieur. Et là, il y a quelque chose de l'ordre de la mémoire, où j'ai envie de dire, c'est un peu... On abuse de ces expressions de travail de mémoire, etc. Donc je ne le dirai pas, mais j'ai envie de dire en tout cas une mémoire qui concerne une grande minorité suisse, vu le nombre de personnes qui viennent d'ex-Yougoslavie. Et je pense que ça doit, à quelque part, être intégré aussi dans nos manuels d'histoire, parce que c'est aussi une partie de notre héritage, cette guerre. Merci. Encore la place pour une question. Oui. Justement, je veux remercier tous les panélistes pour ces discours. Monsieur de Senarclau, il a mentionné le négationnisme du génocide arménien et les conséquences qu'il a eues jusqu'à présent pendant 7 ans. Et pendant 100 ans, il s'agit, alors aujourd'hui, personne n'a pas mentionné le génocide de la Serbie parce que la Yougoslavie a éclaté dans le moment quand la Serbie a vu que pendant l'ex-Yougoslavie, la Serbie toujours a été comportée comme une grand frère au sein de la fédération, mais dès qu'ils ont vu que ce n'est pas le cas, la guerre a éclaté. Et puis la Serbie a causé 4 guerres en ex-Yougoslavie, en Slovénie, qui heureusement ça a duré très courte, en Croatie, en Bosnie et au Kosovo. Puis il y avait une génocide qui est toujours nié par la Serbie. Et aujourd'hui, les Serbes, ils se comportent comme des victimes, pas comme des agresseurs dans toute cette guerre-là. Alors, sans intervention internationale de l'OTAN au Kosovo, il y avait une purification ethnique, il y avait une atrocité, il y avait un génocide qui était commis comme en Bosnie et au Kosovo également. Alors, il faut mentionner ça. À mon avis, si on continue cette attitude négationniste par rapport au génocide commis en ex-Yougoslavie, et la réconciliation entre les peuples, ça sera assez difficile. Donc la réconciliation par l'histoire, par les faits. Monsieur de Senarclau, peut-être que vous voulez vous exprimer là-dessus ? Non, j'ai rien à ajouter. Je crois que ce que vous dites est important. Et effectivement, c'est un travail d'histoire qui doit aussi avoir un rayonnement dans les sociétés de cette région des Balkans et plus largement dans l'ensemble de la communauté internationale. Je crois que c'est important de voir ce qui s'est passé, de le rappeler, de s'en souvenir et de permettre ainsi, de contribuer ainsi au deuil collectif qui doivent être entrepris. Pardon. Merci bien, je suis le représentant du Conseil de l'Europe auprès des Nations Unies. En effet, je m'excuse parce que je connais assez bien la réponse de ma question qui aurait été adressée à M. Metro. Moi, j'ai vécu pendant la guerre, j'étais en Yougoslavie, donc j'étais représentant civil des Nations Unies, donc je connais assez bien le dossier, mais quand même, un peu dû à votre passé personnel, à vos relations familiales, je me permets un peu je n'ai pas le souci de provoquer, mais vous avez fait une référence très intéressante, surtout à l'état d'âme qui règne actuellement en Bosnie, un pays que je connais assez bien, plus qu'assez bien quand même. En plus, j'ai des origines bosniaques aussi, donc c'est pour ça que je m'intéresse au dossier. Ma famille est originairement de Sarajevo, donc ce qui me donne quelques points de référence. Vous avez dit qu'actuellement, les gens sur le terrain, ils ont l'air plus pessimistes qu'auparavant. Autrement dit, juste après les accords de Dayton,
grosso modo, disons en 95, 96, 98, ils avaient plus d'espoir en regardant leur avenir, et maintenant, ils sont pessimistes. Moi, c'est pas pour des raisons ostentatoires que je comprends exactement ce que vous voulez dire, mais est-ce que vous pourriez juste élaborer avec votre propre expérience personnelle? Parce que ça fait longtemps que je ne m'occupe pas du dossier. Bon, je m'occupe de l'Europe dans ce grand contexte. Ça fait à peu près une dizaine d'années que je n'ai pas mis les pieds dans le territoire ex-yougoslave. Mais quand même, j'aimerais, si vous avez le temps, si on a le temps, d'élaborer un peu quel est cet état d'âme qui fait que malheureusement on regrette après Dayton. Bon, c'est très compliqué. Et en plus, moi, j'ai effectivement une histoire familiale. J'y suis pas retourné très récemment en Bosnie, mais je dirais que, bon, d'abord, il y avait des différences super importantes selon les régions de Bosnie. Je pense que, par exemple, la manière dont les choses étaient vécues à Sarajevo était très différente de ce qu'elles étaient vécues, par exemple, à Mostar ou par exemple dans la région d'origine de mon ex-compagne. Il y avait des différences importantes. Et je dirais qu'en tout cas, à Sarajevo, on sentait quelque chose de l'ordre d'un espoir qui était relativement important, mais qui pouvait aussi être lié avec... je dirais les stratégies de survie des Sarajeviens pendant la guerre, où entre autres, par exemple, la part de l'art était quand même restée super importante pendant cette période. Ensuite, il y a les questions qui sont liées à part ça, j'ai aussi un autre souvenir, mais je peux quand même le partager. C'est-à-dire qu'effectivement, une des personnes qui a été interviewée par ma fille, donc qui fait partie de la famille pour son travail de mémoire, et sa cousine. Et de sa cousine, je garde toujours un souvenir assez impressionnant qui date, alors je ne pourrais pas dire l'année exacte, mais ça doit être de 1000 ans, par là autour, et où elle habitait Mostar, mais dans la partie croate, donc étant croate de Bosnie, et on était allé se promener, traverser le pont, enfin ce qui restait du pont à ce moment-là, il n'avait pas été complètement refait pour aller de l'autre côté. Elle avait 15 ans. Elle crevait de trouille à l'idée de travailler le pont pour ensuite réaliser « Ah, mais c'est drôle, ils vendent les mêmes choses de l'autre côté du pont. Hein » Et il y avait des choses comme ça. Et actuellement, aujourd'hui, dans l'interview réalisée par ma fille, elle dit qu'aujourd'hui, elles se sont complètement... Elle vit à Split, elles se sont complètement croates, elle a complètement mis de côté ses origines bosniaques. Et je pense qu'un des problèmes, c'est que pendant plusieurs années, il y avait quand même chez les populations qui ont migré en Suisse, ailleurs, une certaine envie, désir de retourner, de revenir. Et que ce désir de revenir s'est progressivement estompé chez beaucoup. Et justement, avec aussi le mouvement qu'il y a un tas de gens qui continuent de vouloir partir, que ce soit du Kosovo, de Bosnie, etc. Et que là, c'est quand même un signe de perte d'espoir qui est très important. Je pense aussi que tout ce qui est... il y a eu quand même, et c'est pas négligeable, hein, le fait que ce nationalisme qui est devenu de plus en plus fort dans l'affirmation des distinctions dans les langues, si bien qu'on ne peut même plus se concevoir comme parler la même langue, c'est aussi des choses qui, sur le long terme, ont une certaine incidence sur la manière de se voir, de se considérer. Au niveau économique, à l'époque, vous étiez là, donc vous apercevez que toutes les usines étaient effectivement bombardées, enfin pas bombardées, elles étaient détruites, elles avaient été sabotées, etc., etc. La catastrophe, et ce tissu industriel, il est resté en friche, complètement détruit. Et quand on passe sans arrêt à côté de ces usines qui sont foutues depuis 20 ans, ça doit plomber le moral à la longue. Enfin, il y a un tas de choses de ce type-là qui doivent se jouer, quoi. Merci. On est quasiment à la fin du débat. Avant de te donner la parole, Bashkim, je voulais juste vous rappeler qu'on a un petit apéro tout à l'heure, donc on pourra continuer les discussions autour de Dayton 20 ans après. Quel bilan ? Je voulais aussi faire part du fait que des livres de Nicolas et de Stéphanie sont en vente, et c'est avec plaisir qu'ils vont vous les dédicacer. Ils ont réussi à en sauver quelques-uns d'un camion qui avait du retard.
ainsi va la vie des auteurs. Et puis je voulais donner la parole finalement à Bashkim qui va clore ce débat brièvement. Oui, j'ai effectivement insisté parce que ce qui a été dit effectivement par rapport à ce travail de mémoire, Natasha Kandic, qui est une militante des droits de l'homme très courageuse, c'est vraiment une femme qui mérite les prix Nobel de la paix. Elle est en train d'instituer un processus justement de changer l'attitude, en tout cas un travail d'historien en commun pour revoir, ou en tout cas pour établir par des faits les responsabilités collectives et peut-être de différentes catégories socio- et ethniques dans la guerre. Ce travail, surtout de manuel d'histoire par rapport à ce qui s'est passé, est plus que nécessaire pour pouvoir avancer. Pour la dame a effectivement posé la question, que faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, le drame des Balkans, c'est qu'ils ont perdu ce capital humain, mais en même temps, ce capital humain perdu, il n'est pas tout à fait perdu si on arrive à le remobiliser, surtout si on prend l'exemple de la diaspora bosnienne, qui est très qualifiée, plein de gens très qualifiés qui ont quitté le pays, qui ont réussi à renouer avec leur profession dans les différents pays, je pense notamment à la Suède et ailleurs. Si on arrive à remobiliser ce potentiel pour reconstruire le pays dans différents secteurs, c'est quelque chose d'intéressant. Et troisième chose, pour rebondir, je trouvais que vous avez soulevé quelque chose de très important sur l'économie des années 80 en ex-Yougoslavie, qui était, en fait, c'était un pays qui était sous l'ajustement structurel, effectivement, avec une forte inflation, donc un terreau très favorable à toutes sortes d'idées fascistes. Et c'est vrai que c'est là où, effectivement, tout au début des années 80, où l'équilibre yougoslave a complètement basculé, où les programmes de développement des républiques du Sud ont été effacés, littéralement effacés, notamment pour le Kosovo. Et c'est ce qui a donné lieu, effectivement, au premier mouvement national ou nationaliste en ex-Yougoslavie, ou en tout cas qui ont été qualifiés comme tels. C'est ce que j'avais essayé de faire un peu dans ma thèse pour montrer, effectivement, que le nationalisme ex-yougoslave trouve son terreau dans un contexte socio-économique précaire. Et malheureusement, actuellement, l'économie va très mal et je n'ai pas le sentiment qu'on s'est aiguillé vers une économie de marché comme on la connaît ici, du moment que l'ail local, qui est plein de saveurs, qui est bon, est remplacé par l'ail de Chine et donc par une destruction du tissu économique et agricole local. Je crois que là, il y a un vrai travail à faire, mais aussi d'abord par les locaux eux-mêmes, puis ensuite par les internationaux. Voilà, merci. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis on se retrouve autour de l'apéro tout à l'heure.